Bienvenue à notre épisode d'aujourd'hui de Learning with Leaders avec Roberto Garcia. Roberto Garcia, c'est quand même un personnage assez créatif, avec extrêmement d'expérience dans les pays africains, dans les pays asiatiques. Il a écrit 2 livres, il a joué dans une pièce de théâtre, il a écrit une pièce de théâtre. Donc, vraiment un personnage fascinant. J'espère que vous allez pouvoir rejouir de cet épisode et je vous remercie pour votre attention. À plus, au revoir. Bonjour Bob, bienvenue à un nouvel épisode de Learning with Leaders. Tu es aujourd'hui mon invité et d'ailleurs, c'est la première fois que on fait ça en français. Donc, voyons voir comment ça fonctionne. Euh, je suis très content de t'avoir aujourd'hui ici avec moi. Et bon, surtout parce que tu as vécu une vie, je crois, très intéressante, très turbulente, sur laquelle on va parler en éloquant quelques extraits de ta vie. Donc, tu as travaillé dans plusieurs secteurs professionnels comme le tourisme, la diplomatie de la santé. Tu as travaillé dans les environs du théâtre, littérature. Et tu as vécu dans beaucoup de pays différents. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette vita très riche? Merci en tout cas de m'avoir, Paco, dans cette série de conférences que tu fais, d'interviews. Non, bah, juste dire que je suis encore pas trop vieux, donc j'espère qu'il y aura encore de la turbulence et puis des aventures à venir. Mais c'est vrai que j'ai essayé de. Enfin, j'ai pas essayé, mais la vie, c'est pas quelque chose qu'on a. C'est des choses qu'on planifie peut-être un petit peu, mais surtout après, c'est beaucoup d'imprévus et c'est de voir comment on gère ces imprévus et comment on voit ces imprévus comme des opportunités. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu un peu des changements de cap, je ne les ai pas pris vraiment comme juste des changements de cap, mais plus comme une progression dans la vie. Et sur les 3 dont tu as parlé, disons que dans la première partie, c'était plus l'expérience après mes études de tourisme à m'essayer dans le secteur privé, dans le tourisme, pendant un peu moins d'une dizaine d'années, en fait 8 ans. Et ensuite, voilà, j'ai repris les études et j'ai bifurqué parce que j'avais rencontré une personne qui m'intéressait un petit peu et j'ai bifurqué sur une partie beaucoup plus publique internationale. Donc, c'est une autre logique, c'est une autre finalité. Et puis après, voilà, un autre événement qui m'est arrivé 15 ans plus tard, dont on parlera peut-être tout à l'heure, a fait qu'il a fallu que je réponde à un imprévu qui était encore plus gros, que je n'avais jamais imaginé, difficile à vivre, et qui m'a amené sur la route voilà, d'une expression artistique pour exprimer non seulement mes sentiments, mais pour restituer d'une certaine façon à la fois la rage, mais aussi voilà, une certaine idée de comment je perçois les choses. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai navigué finalement, mais c'est plus, comment dire, j'ai l'impression qu'on est plus un bateau, et puis il y a du vent, et puis il y a nous de voir comment on met la voile. Hein. Si on la laisse flotter, ben, on reste un peu immobile. Si on tire et qu'on met le foc, ben, on pousse. Voilà, donc c'est à peu près ça la vie, et puis on essaie de ne pas chavirer complètement. J'ai l'impression que tu as poussé de toi-même quand même plus souvent que être resté immobile, hein, mais on en parlera. Hein. Oui, alors, Donc, tu peux en parler à ma mère, hein, et mes parents, ils ont toujours trouvé que j'étais un peu trop, une trop grande propension à prendre du risque. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, je me rends compte qu'il faut que je fasse attention parce que se casser une jambe à partir de 50 ans, on récupère plus difficilement. Voilà. mais tu n'as pas encore 50 ans, Bob. Allez. Non, Bon, mentalement, non. d'ailleurs, on se connaît depuis 35 ans cette année. Hein. Ça, une Wow. petite anecdote, oui. Alors, comme ce format se dirige beaucoup à des jeunes professionnels, à des jeunes, j'aimerais bien savoir dans tes différentes étapes professionnelles, comme le tourisme, comme la diplomatie de la santé, comme le monde culturel, euh, à quel moment, quand toi tu étais jeune, est-ce que tu as reçu des moments de coaching ou de mentoring qui t'ont marqué? Et ici, ils t'ont marqué de quelle manière ils t'ont vraiment marqué?
Oui, mais je pense que tout au long de la vie, j'ai pas été j'étais très bon étudiant au début. Après, j'ai été très mauvais. Je m'adaptais pas bien à la culture de l'éducation à l'époque. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'après, tout au long de ma vie, j'ai étudié. Tout au long de ma vie, je me suis réorienté, je me suis réapproprié de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de penser, etc. Et c'est une éducation au long cours. Alors, de temps en temps, on étudie un peu moins et on met en pratique. Et donc, tout au long de ce parcours, j'ai rencontré des gens en fait. C'est surtout, j'ai pas eu un acte particulier de dire je vais prendre un coach. Je sais que c'est un métier qui, enfin, plus récent, qui a quelques décennies, mais qui est extrêmement implanté maintenant dans toutes les industries. Mais disons que j'ai rencontré des personnes qui ont été mes mentors, et des femmes en fait. Toute ma vie, c'était les femmes que j'ai rencontrées qui, à un moment, m'ont stabilisé, m'ont ouvert avec beaucoup de générosité elles ont détecté en moi une envie d'apprendre, elles ont ouvert un peu la boîte de Pandore, elles m'ont dit voilà, c'est par là qu'il faut aller. Il faut que tu travailles tes fondamentaux sur tout cela. Et donc, mais je pense que le premier n'était pas donc une femme, c'était mon père, puisque le jour où il m'a amené en Afrique, quand il avait pris un poste aux Nations Unies au Bénin, j'avais 15 ans, et je me suis rendu compte bien plus tard dans ma vie que cette expérience dans mon adolescence et de passer mon bac au Bénin a été quelque chose d'extrêmement formateur pour moi en termes d'appréhension du monde et de voir qu'on vit dans un monde global et pas uniquement dans sa petite cellule. Donc ça a été mon premier mentor. Et après, oui, à 30 ans, une personne qui m'a fait passer du monde du tourisme au monde international de la santé. Donc j'ai repris les études à la Sorbonne. Plus tard, des artistes lorsque je voulais écrire, qui m'ont aidé, enfin qui m'ont enseigné en fait à écrire avec des techniques, voilà. Donc j'ai eu voilà tout au long de ma vie, et encore maintenant avec une dame aussi qui est mon amie, voilà, qui m'ouvre le pan sur tout ce qui est la littérature comparative. Et j'apprends beaucoup de choses sur la force des narratifs dans lesquels on vit et comment on les suit de façon des fois inconsciente, souvent d'ailleurs, surtout dans un monde un peu populiste dans lequel on est. J'apprends beaucoup de choses aussi. Donc, elle est un peu mon mentor de ce côté-là. Ah, intéressant. Donc, tu as vraiment, mais tu étais prêt à apprendre aussi tout au long de ta vie. Donc, ça, tu avais une prédisposition que on avait reconnue et saisie. Oui, je pense que ça va des deux côtés. Hein. Ce côté, le professeur, d'ailleurs, le coaching, je le comprends bien, c'est pas je sais tout, je vais t'enseigner. C'est en gros, je vais essayer de comprendre ce que tu as envie de faire et je vais essayer de t'accompagner dans ton projet, dans tes envies, dans tes rêves, dans ton nouveau job, etc. Et je pense que cette éducation-là, cette forme d'éducation qui est interactive, où il n'y a pas de relation de hiérarchie, à moi, me convient très bien. Et une fois de plus, je pense que c'est au long cours. Et ça peut se traduire à travers des coachs professionnels dont on a besoin. Ce n'est plus une honte aujourd'hui. Et on le voit d'ailleurs dans des gens qui font des sports de haut niveau, etc. Il y a 20 ans, ils n'étaient pas coachés par rapport à leur job qui va au-delà de leur simple job d'être footballeur, par exemple. Et on voit que le coaching est absolument nécessaire et pour tous, pas que dans la vie professionnelle, même dans la vie privée. Hein. Tout à fait. Tu as déjà mentionné que tu as vécu, par exemple, au Bénin. J'ai fait un petit répertoire des endroits où tu as déjà vécu. Bah, c'est vraiment impressionnant. Dans désordre, bah, tu as vécu en France, Paris, Lyon, Londres, Bénin, Congo, Birmanie, Cambodge, la Suisse. Donc, dans beaucoup de monde. Et tu as vraiment y vécu, donc pas seulement passé quelques semaines. Donc, si tu te rappelles de ces passages et du vécu dans ces cultures différentes, quels sont les épisodes ou anecdotes que tu te rappelles qui t'ont aidé aussi à ouvrir ton esprit et t'ont aidé dans ton développement personnel? Alors, de toute évidence, j'en parlais tout à l'heure, le Bénin, qui est le centre du vaudou, il fermait classe à 15 ans. Je m'en suis rendu compte bien plus tard que c'était tellement formateur. Mais c'est surtout parce que tu as mentionné quelques pays. En fait, il y a deux grands continents sur lesquels j'ai opéré ou j'ai vécu. C'est trois, l'Europe, l'Afrique et l'Asie, essentiellement l'Asie du Sud-Est. Il y a des codes. En fait, ce que j'ai compris au fil du temps, c'est qu'on arrive avec beaucoup d'arrogance en pensant que la vérité, elle est là où on vit, avec sa culture, c'est-à-dire sa famille, son environnement un peu plus grand, son éducation, ce qu'on nous enseigne, et puis la politique, voilà, de la nation.
Et quand on arrive dans un autre pays, on se rend compte qu'il y a d'autres codes, qu'il y a d'autres façons de vivre, que ça ne marche pas moins bien. On a une grosse arrogance quand même dans les pays dits développés. Et donc, on fait toutes les erreurs de manque de sensibilité. Je pense que c'est surtout ça qu'on apprend. Et on apprend à être humble. On l'a vu d'ailleurs pour le Covid. Hein, on pensait que bon, nous, on était immunes. Les Chinois ont créé quelque chose. Les Chinois ont très bien répondu. Et puis toute l'Asie a très bien répondu parce qu'ils avaient déjà eu une crise en 2003. Et donc, voilà, ils avaient des mécanismes. Donc, je pense que c'est de s'ouvrir à la sensibilité des histoires d'autres continents qui n'ont ni plus raison ni moins raison. Je pense que c'est un point important. Peut-être une anecdote que je voudrais donner là, c'est pas moi directement, mais quand je travaillais au Congo, aux Nations Unies, Kofi Annan, à l'époque, était le secrétaire général des Nations Unies, était venu nous voir. Donc, c'était le Congo Kinshasa, hein, la République démocratique du Congo. C'est un pays énorme, grosse opération des Nations Unies. Il était venu et il nous avait dit, il nous a raconté une anecdote. Et l'anecdote, c'était, il était dans les territoires occupés, Israël, Palestine, etc., donc un coin très sensible. Et il avait dit, pour apaiser les esprits à la presse, The UN is us. Donc, UN is us. Et le lendemain, les journalistes, bien sûr, la pression est très forte là-bas, avaient en fait retiré les acronymes et ils avaient mis The United Nations is us United States. Ils s'étaient trompés. Donc, on imagine le branle-bas de combat pendant 24 heures de dire le secrétaire général des Nations Unies dit que les Nations Unies, c'est les. Donc voilà ce que je veux dire. On peut faire des petites erreurs comme ça. Il y a une telle sensibilité qu'il faut faire toujours très attention. Mais c'est toujours très instructif parce que ça nous force à écouter plus, à écouter mieux. Et vraiment, écoute active et intéressée. Présence. Oui. Oui. Par exemple, je n'ai pas évolué tant que toi dans l'Asie. J'étais une fois en Thaïlande et 5, 6 fois en Chine. Et j'ai toujours essayé de montrer du respect vis-à-vis aux autres cultures, malgré que je n'ai pas vraiment eu des connaissances particulières de ces cultures. Mais j'ai quand même ressenti que déjà, c'est un bon début quand tu montres du respect. Oui, tout à fait, du respect. Et puis aussi, comprendre qu'il y a d'autres codes. En Asie, par exemple, dans une discussion, moi je dis souvent, dans les pays latins, il y en a un qui parle et l'autre, il coupe la parole. Dans les pays anglo-saxons, il y en a un qui parle et dès qu'il a fini, hop, l'autre prend tout de suite le relais. En Asie, le silence fait partie de la discussion. On parle et il y a un silence. Nous, on est mal à l'aise avec ce silence. Eux, ils ne le sont pas, ça fait partie de l'échange. Quand on ne connaît pas ça, on fait d'énormes erreurs, même au niveau du business. C'est plein d'anecdotes de gens qui m'ont dit la façon de ne pas supporter le silence nous ont fait baisser nos offres. C'est d'apprendre ces codes, de les respecter, mais surtout, il faut être curieux. Et puis, on ne peut pas tout apprendre. Moi, je ne me suis jamais senti dans un pays en disant c'est mon nouveau pays. Moi, je me sens français, espagnol. Il y a des pays que j'ai appréciés plus parce que j'avais plus d'atomes crochus, mais aussi peut-être parce que les étoiles s'alignent bien. Il y a on est sur le bon projet au bon moment avec des bonnes personnes. On est bien dans sa peau. Et puis bon, voilà, là, ça fait la belle aventure. Et puis de temps en temps, on est avec les mauvaises personnes. On est soi-même la mauvaise personne. Le projet est mal foutu. On est dans une mauvaise passe dans sa vie. Bon, voilà, comment on gère ça? Donc, il faut savoir dans ces moments-là garder la curiosité. Et puis voilà, puis profiter, hein, tout ça passe vite. Oui, tu as mentionné déjà plusieurs fois les Nations Unies, l'Afrique. Donc, si je me rappelle bien, tu as passé un très beau et bon moment dans l'univers de la diplomatie de la santé. Tu as donc aussi été en Afrique. Tu as géré, si je me souviens bien, un énorme budget dans ce que tu as fait pour je crois, aider au niveau du sida. Et tu as donc bien, parcouru quelques moments, disons, turbulents dans ta carrière. Est-ce que tu veux nous faire partager quelques de ces moments turbulents? Je vais choisir le plus turbulent, qui s'est passé il y a maintenant 12 ans. Effectivement, j'étais au Congo à l'époque. J'ai travaillé pour le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et j'étais en charge d'un programme du Fonds mondial, qui est cette plus grosse fondation,
Donc, les Nations Unies géraient l'argent d'un fonds de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Donc, on avait 250 millions de dollars, donc c'est énorme. Et on devait distribuer des médicaments et des produits de santé, des formations sur tout le territoire. Donc, c'était assez complexe. Travailler avec des dizaines, des centaines de points de santé. Donc, voilà, une grosse opération. Et donc j'étais très excité. J'avais une quarantaine d'années. Donc, on était tous à bloc et on avait très envie de répondre à ces 3 épidémies qui sont mortelles, qui tuent des millions de personnes par an. Et voilà. Et donc, quand j'ai quitté en fait les Nations Unies, le poste là-bas, j'étais accusé d'une malversation parce que des consultants, je vais la faire courte, mais les consultants qu'on avait recrutés ont été malhonnêtes, alors que le projet était un grand succès. Donc, il y a eu un imbroglio et une grosse enquête policière internationale, gérée par Scotland Yard et la police aussi. Il y avait des investigations des Nations Unies. Et comme moi, j'étais le diplomate en charge à l'époque, j'étais pris dans la spirale. Et là, j'avoue que moi, j'étais prêt à des investigations. J'en ai eu plein dans ma vie professionnelle, des audits, etc., où on est malmené. Mais je n'étais pas prêt à être pris dans une enquête criminelle. Et j'ai eu peur. Et donc, je me suis rendu compte de ça lors de mon premier entretien qui a duré 3 heures, un vrai interrogatoire, où je suis arrivé gonflé à bloc. Je suis reparti comme si je sortais d'un massage turc, quoi. Parce que j'ai compris la technique de se faire investiguer, de sortir ce que l'on dit du contexte, de montrer qu'on sait tout sur vous, que c'est un X-ray, que c'est une radiographie qu'on a fait. Voilà, donc c'était très dur à ce moment-là et ça a duré 3 ans, vraiment la crise. Donc il y avait tout cet embroglio de parler à la presse. Mon avocat m'avait dit il ne faut pas parce que chaque fois que tu vas parler, ton nom sera associé à quelque chose qui est bien plus grand que toi, tu seras associé au négatif, donc il ne faut pas. Mais moi, je brûlais, j'avais envie d'exprimer ce qu'il y avait. Mais bon, voilà, c'est ce qui m'a amené à mon monde artistique. J'avais toujours rêvé, moi, d'être comédien, etc. Mais la vie nous amène. Et là, il y a eu l'opportunité où je me suis dit, puisque je ne peux pas parler à la presse, je vais écrire un roman sur ce qui s'est passé, sur ma version des faits. Et donc, ça, c'était en 2011. Et depuis, voilà, j'ai écrit mon 2e livre. Je suis sur mon 3e maintenant. Il y a eu mon premier livre qui a été adapté en comédie musicale. Et donc, voilà, j'ai essayé de transformer. Alors, je dis ça maintenant de façon facile et légère, mais pendant les 3 années, et même ce qui a suivi, être accusé, bon, à tort, parce que j'ai gagné mon procès contre l'ONU à l'époque, j'ai toujours travaillé après avec eux d'ailleurs, mais pendant toute cette période, il fallait, et c'était ce qui m'a sauvé, il faut accepter à un moment, on aime plaire, on aime être aimé, il faut accepter à un moment que tout le monde peut douter de vous, même votre mère. Et quand j'ai compris ça, c'est là que je me suis dit, bon voilà, c'est à partir de ce point-là, de ce point minimum qu'il va falloir que je me reconstruise. Et donc, c'est très dur parce que je perdais mes cheveux, etc. Et donc, voilà, ce qui m'a sauvé, c'est de me dire, je vais contre-attaquer, pas de frontal parce que je ne peux pas. Je veux dire, la machine est plus forte que moi, mais à ma façon, artistiquement. Et donc, j'ai écrit ce livre et je me suis pris au jeu, ça m'a plu. Une comédie musicale a été un grand succès à Paris après, qui s'appelait Transparence. Et donc, voilà, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? C'est que voilà, tomber, c'est pas grave, mais voilà, c'est le temps qu'on met à se relever qui compte. Parce qu'une fois de plus, la vie, ça passe. Accepter que les gens ne soient pas d'accord avec vous, ne vous aiment pas. Bah oui, c'est pas plaisant, mais bon, voilà, c'est la vie. Troisièmement, c'est que la rumeur, quelqu'un m'avait dit, tu sais, la rumeur, c'est plus facile de casser un diamant que de casser une rumeur. Donc, ça me disait tout déjà. Et donc, il faut accepter. Encore il y a 2 ans, j'ai entendu quelqu'un, 8 ans après cette chose, et j'ai été blanchi, etc., écrit indemnisé financièrement et autres. Il y a des gens qui véhiculent la rumeur parce que ça fait appel, la rumeur, à nos instincts les plus basiques et les plus cruels. C'est aussi une image de nous-mêmes, de ce qu'on n'aime pas en nous. Et on aime bien raconter voilà, le trash, on aime bien raconter l'accident, on aime bien raconter là où il y a du sang. C'est un peu ce qu'on est dans la nature. Moi, je l'ai fait certainement à certaines occasions, mais j'ai appris que voilà, il faut faire attention à ne pas accuser à tort et à travers. Il faut savoir quand on prend des grands risques, eh ben, on prend aussi le risque de tomber de très haut. Mais que la question que je me suis toujours posée après, est-ce que j'aurais dû ou est-ce que j'aurais pas dû ne pas le faire? Et franchement, aujourd'hui, je me dis pas du tout, parce que j'ai appris des choses que j'aurais certainement pas appris si cette épreuve ne m'avait pas traversé. Et je me demande même si je ne l'ai pas provoqué quelque part. Parce que c'est en faisant ça qu'il a fallu que je fasse un travail personnel sur mes propres contradictions, sur mes peurs,
sur mon ego. Comme je dis, ce genre d'épreuve, c'est une démolition de son ego. Et ça m'a beaucoup aidé par la suite et aujourd'hui aussi à certainement m'ouvrir à être un peu plus généreux, pas uniquement dans la rhétorique, mais dans la vraie vie. Waouh! En quelques mots, quelques années. Voilà. Merci Bob. Tu as, comme on a déjà entendu, travaillé dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de pays et géographies différentes, avec des cultures différentes. Euh, on a aussi un mot qui est très à la mode dans le business du learning, du training, c'est le mot diversité. Euh, Tu l'as vécu depuis des décennies. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le mot diversité? Alors, au début, bien sûr, c'est un mot qui est très à la mode dans mon univers des Nations Unies, des organisations multilatérales, et notamment dans la santé, parce que la santé, c'est avoir accès aux services et aux médicaments. Et en fait, on se rend compte qu'en fonction de sa catégorie sociale, de son genre, de son origine, on a plus ou moins accès de ses moyens financiers. Donc, la diversité, elle doit être au centre de toutes nos actions si on veut, dans quoi que ce soit que l'on fasse, hein, même dans le secteur privé, si on veut walk our talk et dire voilà, on veut donner accès à tout le monde, les mêmes opportunités, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on a les mécanismes pour permettre à celui qui n'a pas du tout accès à l'Internet ou à l'application d'avoir accès à cette opportunité. Et donc, on doit se poser la question à tous les niveaux de ce que l'on fait. Dans la santé, c'est bien sûr très, très important. Ce que je voulais dire là, peut-être, c'est ce que j'ai appris plus récemment, et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ce sont les narratifs. Je me suis rendu compte, moi, il y a maintenant, de façon plus consciente, il y a 5-6 ans, du privilège que j'ai eu dans la vie, au niveau global, d'être un homme blanc. Et je pensais qu'effectivement, on a quelques privilèges, mais je n'en ai pas vu la magnitude par rapport à ceux qui n'étaient justement pas le privilège de l'homme blanc. Et dans l'homme blanc, il y a homme et il y a blanc. Donc, il y a privilège d'être un homme vis-à-vis d'une femme, mais blanc vis-à-vis d'un noir, d'un jaune ou de quelques couleurs autres que le visage pâle ou rougeâtre, rosâtre que l'on a. Euh, et, euh, et voilà, cette discrimination, je l'ai toujours eu dans mes actions dans la santé, mais je me rends compte que maintenant, elle m'a pénétré beaucoup plus dans ma prise de conscience et je me rends compte qu'il y a énormément de narratifs dans lesquels on croit, que les gens croient et voilà, qui sont faux, tout simplement faux, et que c'est important que chaque individu n'essaye pas d'avoir toujours une réponse simple. J'ai souvent entendu, et moi-même j'ai certainement dit, en disant non, mais on ne fait pas de ségrégation, on veut juste les bonnes personnes au bon moment. Bon, il s'avère qu'après, c'est que les Européens. Bon, d'accord, bah ouais, s'il y avait que les nanas, bah, elles n'étaient pas, non, elles ne sont pas formées. Tout ça, c'est un peu court. C'est quelle responsabilité on a. La finalité, ce n'est pas uniquement de se dire on va vendre des boîtes de Coca-Cola, des forfaits de téléphone ou d'apporter des médicaments à un centre de santé. C'est pour qui, pourquoi, pour quelle communauté, quel monde on veut plus tard. Et je pense que d'avoir ça, et je pense que la diversité, il faut l'avoir dans cette globalité et pas uniquement par le petit trou de la lorgnette. Mais la diversité, dans mon univers aussi, c'est donc la multiculturalité, hein, comment on travaille avec, on en a parlé tout à l'heure, et puis c'est la multidisciplinarité aussi. Hein, on silote dans la santé, il y a des bagarres entre ceux qui sont des médecins, ceux qui sont des infirmiers, ceux qui sont des économistes. Ah non, mais c'est nous qui devons être les frontlines. Je pense qu'on a dépassé tout ça. Je pense que l'un sans l'autre ne fonctionne pas ou pas assez. Et ça met tout le problème de la gouvernance qu'il faut, à mon avis, désiloter et puis rendre un peu plus décentralisé. Et donc, cette diversité prend tout son sens à mon avis, avec cette vision. Waouh! Bon, on pourrait continuer pendant des heures en repassant quelques épisodes de ta vie vraiment très, très riches qu'on a partagé ensemble à Paris dans les années 80. Mais bon, c'était un très grand plaisir. Avant la dernière question, euh, bon, tu as mentionné ton troisième livre. D'autres projets, quand est-ce qu'il va sortir ton troisième livre? Et est-ce que c'est dans la suite de tes deux premiers livres? Alors, non, je suis en train d'écrire, enfin, je suis dans la période d'investigation. Je suis en train d'écrire sur un thème que tu connais aussi, qui sont les migrations, la guerre civile espagnole, qui a été le prélude à la guerre mondiale.
1936 à 1939, et l'histoire de ce demi-million de personnes qui, en quelques semaines, passent de l'Espagne à la France et dans d'autres pays européens par la suite. Et c'est l'histoire de mes parents, de mon père, de ma mère, de mes grands-parents, qui ont été des réfugiés politiques. Et donc, voilà, au début, c'était écrire l'histoire de mes parents. Et puis, après, j'ai élargi. Je me suis dit, je vais écrire un peu plus sur voilà, tous ces traumatismes que l'on a, qui sont invisibles, et qu'on appelle ça la généalopsychologie, je crois. Ce sont les traumatismes, ou en tout cas les histoires que l'on transmet aux autres générations de façon invisible, sans le savoir. Et je pense que dans il y a un tel sujet aujourd'hui sur l'immigration, on traite ça de façon assez nauséabonde, je trouve, en disant oui, non, mais ils viennent pour ceci, pour cela, alors que s'il y a un drame derrière chaque migration, il y a peut-être certains qui en profitent, mais le bulk, c'est pas ça, c'est vraiment des tragédies. Et j'avais envie d'en parler, voilà, c'est presque il y a un siècle, et de raconter. C'est un prétexte après pour raconter l'histoire de ma famille. Donc voilà, donc c'est un nouveau projet, et donc je suis encore dans le fouillis, mais je suis là-dessus. Et puis j'ai une pièce de théâtre qui s'appelle L'Oasis des doutes, qui sera produite et dirigée à Amsterdam, parce que c'est là que je vis maintenant depuis 5 ans, en avril prochain. Voilà. Et ça sera en néerlandais. Non, ça sera en anglais, en anglais, en anglais. Bon, je te souhaite beaucoup de succès. On se reparlera très très bientôt, je suis sûr. Et je te souhaite un excellent fin de semaine. Merci beaucoup, Paco. Merci pour cette opportunité de partager 2, 3 choses. Avec plaisir. Ciao, Bob. Salut, à bientôt.